tout ce qu'on fait, il faut se sentir bien dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça, on va dire que le virage que j'ai fait au niveau de la RH vers après l'entrepreneuriat, c'était est-ce que je suis aujourd'hui en phase avec qui je suis, avec mes propres valeurs. Et pour moi, c'était important. C'était important parce que je suis fière d'être ultramarine. Et ça, c'était quelque chose, on va dire, au tout début où il y avait moins, du coup, afficher la fierté de l'être. Et je pense que je suis fière de l'être et je l'affiche maintenant, comme ça, sans avoir peur. Voilà. Bonjour, je m'appelle Laïsa Marie. Je suis la fondatrice du cabinet de conseil Laïsa Marie Consulting pour Upendo. Je m'appelle Laïsa Marie, je suis originaire de la Guadeloupe. Je possède 12 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, dont 10 ans dans le secteur du conseil en entreprise. Et mon dernier poste, j'étais Senior HR Business Partner dans une entreprise de conseil en financement de l'innovation à la Défense. Et puis, je me suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat à temps plein depuis fin septembre 2021. Alors, le virage, j'ai jamais cru que j'aurais été entrepreneur. Je pense que c'est quelque chose que j'avais complètement refoulé. Pourquoi ? Parce que mon père était moniteur d'auto-école et pour moi l'entrepreneuriat était quelque chose qui me faisait un peu peur en me disant que mon père passait beaucoup de temps à travailler, que du lundi au samedi, le soir, vacances scolaires, week-end, et je me disais si c'est ça, être entrepreneur, j'ai pas forcément envie d'avoir la même vie, donc je me suis jamais dit que j'allais être entrepreneur. Je me suis plutôt dit que j'allais terminer ma carrière au tout début en étant directrice administrative financière parce que j'ai commencé mes études en comptabilité gestion, puis du coup en étant DRH, en me disant je finirai ma carrière c'est sûr en étant DRH d'une grande société en région parisienne. Et l'entrepreneuriat, c'est beaucoup par des rencontres, en fait, finalement. C'est en discutant avec d'autres entrepreneurs qui me disaient, mais tiens, tu nous donnes de très bons conseils RH, etc. Est-ce que tu veux pas lancer ta boîte ? Et je disais, me lancer ma boîte pour faire quoi ? Donc l'entrepreneuriat, c'était pas inné, c'était pas du tout mon parcours de base. C'est juste les rencontres et le fait de discuter avec d'autres entrepreneurs où ils disent que j'ai la fibre. Donc voilà, mais c'est quelque chose que moi j'avais refoulé et je m'étais du tout pas destinée à l'entrepreneuriat. Depuis que je me suis lancée, alors j'ai deux types, on va dire, de clients. Les particuliers que j'accompagne dans tous les sujets d'insertion professionnelle, donc que j'accompagne à tout ce qui est recherche de stage, d'alternance ou d'emploi, ou même des conseils de réorientation ou des conseils RH, on va dire purs. Je pense à quitter mon entreprise, je sais pas comment faire. Je veux notamment, puisque j'accompagne beaucoup d'ultramarins retourner au pays, je veux retourner au pays, mais est-ce qu'il y a de travail au pays ? Comment je fais ? Quelle stratégie ? Comment rentrer en contact avec des employeurs du coup qui sont en fait en outre-mer. Enfin voilà, donc c'est des sujets où j'accompagne les particuliers. Et j'accompagne aussi on va dire plutôt les startups, TPE, PME, dans tous leurs sujets RH, beaucoup sur la thématique recrutement et sur la thématique aussi, on va dire, de recherche de talent. Donc c'est toujours sur le recrutement, mais comment identifier le profil dont ils ont besoin dans le cadre de leur croissance, leur future croissance, en fait, leur stratégie RH au global. Parce qu'on sait très bien qu'une start-up, par exemple, elle va lever des fonds, elle aura pas mal de fonds au tout début, elle va mettre en place sa stratégie business, mais va se poser la question des ressources humaines à un certain moment et elles vont se demander à quel moment il faudra recruter, quel type de profil, quel type de contrat, stagiaire, alternant, CDD, CDI, etc. Au début sur LinkedIn, j'y étais dans le cadre de mon métier RH. Je suis arrivée au tout début sur LinkedIn en 2016, donc c'était pas encore le LinkedIn d'aujourd'hui. Mais j'ai commencé à partager à l'époque, en 2016, la pensée du jour et du soir. C'est tout, un livre que j'aimais bien, que j'avais trouvé. Et certaines fois, je faisais le parallèle entre ma vie, les difficultés, ce que j'avais et comment je rebondissais et sur LinkedIn. Et puis, je commençais à avoir 1000 vues, 2000 vues de la publication, 3000, 4000. Je me suis dit,
tiens. Et puis les commentaires, des gens disaient « Ah, mais moi aussi j'ai vécu ça ». Je me suis dit « Il y a peut-être quelque chose à faire ». Donc, à ce moment-là, je me suis dit « Je vais utiliser LinkedIn pour pouvoir parler de mon expérience, parler du coup des difficultés, mais c'était aussi pour se dire on peut rebondir en fait finalement. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'étais chargée des ressources humaines dans la première société où j'étais dans le conseil en optimisation de coûts. C'était mon premier travail après le master RH. Et cette société où je suis restée 5 ans et demi, j'avais connu 5 changements de business model, une fusion, un plan de sauvegarde de l'emploi avec 9 ans. Et avec 9 ans, il fallait que mon poste était menacé, mais je devais expliquer aux salariés que potentiellement eux-mêmes n'allaient pas avoir de travail demain. Là où moi non plus, j'allais pas en avoir non plus, je ne savais pas. Et je pense que c'était une épreuve difficile pour moi. J'avais besoin d'utiliser LinkedIn pour pouvoir parler, me libérer en fait, mais pas forcément, pas pour parler de la société, mais pour dire en fait que malgré une épreuve comme ça, dans une carrière RH qu'on devrait avoir en deuxième partie, qu'en fait on peut survivre entre guillemets à cette expérience de fusion, de plan de sauvegarde, etc. Et j'ai utilisé vraiment LinkedIn vraiment pour ça, pour dire en fait aux personnes que on peut rebondir, que le métier d'RH n'est pas forcément simple, mais dès qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on le fait bien, on peut continuer à avancer. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé du coup, on va dire ce côté en fait RH, enfin plutôt cette communauté au tout début. Et puis après, comme je faisais de l'accompagnement aussi d'ultramarins pour les aider à trouver un stage, une alternance et à retourner au pays, à ce moment-là, je n'avais pas de stratégie, je devais juste accompagner des ultramarins à retourner en sachant que je n'avais pas de réseau en Outre-mer. Et donc, j'ai ouvert mon réseau, je contactais plein de personnes et jusqu'à ce qu'un chef d'entreprise me dise oui, et comment on fait, par exemple, si on a une offre et qu'on veut aussi recruter du coup quelqu'un de la communauté, comment on fait? Et donc, j'ai commencé à créer des posts en disant voilà, une entreprise recherche tel poste et les candidats venaient et vice-versa. Et je faisais un peu, j'ai tel candidat qui a telle compétence, il cherche une entreprise. Donc les entreprises, contactez-moi. Je fais ce côté-là. Et après, donc, j'ai reçu beaucoup de demandes de personnes pour soit valoriser leur offre d'emploi, soit des personnes qui voulaient un accompagnement. Et après, le boom vraiment, ça a été que le vrai déclic a été à cette époque-là où il y avait un reportage qui parlait de l'outre-mer. Et en fait, on disait que l'outre-mer, c'était l'endroit où il y avait le plus de drogue, de trafic. Et à ce moment-là, je me suis dit, et quand je suis retournée au travail, bien sûr, tout le monde m'a parlé de ce reportage. Tout le monde, du coup, enfin, parlait de ça en disant « Ah, je ne pensais pas qu'aux Antilles, c'était comme ça ». Et ça m'a un peu contrariée, voire énervée en me disant c'est l'image qu'on donne de chez moi, sauf que c'est faux. Il n'y a pas que ça en fait finalement, mais en fait l'accent était mis sur ça et les gens ils ont retenu que ça. Donc moi ce que je voulais à ce moment-là, c'est comme si ma mission c'était de dire sur LinkedIn qu'on n'est pas antillais connu que dans le sport et dans la musique. On a plein d'autres talents qui sont à travers le monde et qui font plein de choses. Et donc, j'ai commencé en fait à travers tous les médias qui existaient déjà de presse, du coup, qui avaient des articles sur les ultramarins à travers le monde dans des domaines totalement, on va dire, différents du sport et de la musique, c'est de les valoriser. Et j'ai commencé à valoriser tous les profils en fait que je voyais au niveau d'outre-mer. Et en fait, tout le monde était surpris du fait que je valorise l'outre-mer, du coup, sur mon profil LinkedIn, alors que j'étais salariée à ce moment-là aussi. Et c'est surtout qu'ils se disaient, mais les gens, ils me disaient, mais en fait, pourquoi, quel est l'intérêt? En fait, les gens étaient surpris que je fasse ça alors qu'ils m'ont rien demandé. Et je disais, en fait, non, c'est juste que, voilà, je sais pas, je me suis pas posé la question. Et j'ai vraiment agrandi ma communauté comme ça. J'ai agrandi ma communauté en valorisant l'outre-mer sur LinkedIn. Voilà. Et ça a donné ça. J'ai commencé mes études en comptabilité en gestion. Et en gros, je pense que comme pas mal de personnes, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Mes parents,
n'ont pas fait d'études supérieures, mais mon frère et moi, puisqu'on est deux, ils nous ont toujours dit, choisissez une formation qui vous fait plaisir parce que c'est vous qui allez à l'école et pas nous. Nous, bon, on n'a pas fait d'études, mais il faut vraiment que ça vous plaise. Et à ce moment-là, on va dire pur hasard ou je sais pas, en tout cas, la vie a fait que mon cousin, qui était directeur administratif et financier dans un cabinet de conseil à Paris, dès qu'il fallait remplir l'orientation, il était en Guadeloupe à ce moment-là. Et il disait, la compta, c'est bien, vous allez toujours trouver, on va dire, avoir du travail en compta, parce que même si on automatise, on ne parlait pas de digitaliser, on parlait d'automatiser, même si on automatise, vous allez devoir vérifier, on aura besoin d'hommes pour pouvoir vérifier. Donc, la compta, c'est bien. Et puis, c'est une logique, pas besoin d'être bon en maths, il faut une logique. Donc, avec mon frère, on s'est dit, OK, la compta. Mais arrive un moment où on fait, parce qu'on nous a dit que c'est sympa, j'ai réussi en compta, j'ai eu mon DUT en compta en région parisienne. Et l'appel de la RH est venu en deuxième année parce que je me suis dit, il manque un aspect humain dans mon métier parce que j'aime ce côté contact, j'aime ce côté effectivement relationnel. Je change mon option, je fais un stage dans la compta, on me dit pourquoi tu as changé ton option, pourquoi du coup tu t'es mis en RH. Je dis bien parce que je trouve que c'est bien l'aspect humain. Les gestionnaires me disent en banque, en stage, tu as le profil financier. Je change mon option RH. Donc je repasse en compta, j'ai mon DUT, je vais vers l'expertise comptable, donc je reste en compta. Et en deuxième année, encore cours du droit du travail, encore du coup on parle effectivement de ces sujets d'humain dans l'entreprise, d'importance de l'humain au centre des préoccupations, on parle du droit de la déconnexion, c'était au tout début et je me dis mais c'est véritablement ce que je veux faire finalement. Et je dis à mes amis, bon, vous allez dans un salon étudiant, si vous pouvez trouver une formation qui allie les chiffres et la RH, dites-moi, parce qu'on est en France, il faut une logique, il ne faut pas changer de parcours parce qu'il faudra l'expliquer. Et donc, je fais une licence professionnelle RH avec une option paye. Donc, je bascule dans les RH comme ça. Je bascule dans les RH en me disant, j'aime les chiffres. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans les RH. Mais ce côté, on va dire, l'appel à l'humain était déjà là depuis, on va dire, le début de mes études. Sauf que, mais en fait, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, je suis obligée de suivre les conseils de la famille, les conseils après. Voilà, c'était pas comme aujourd'hui, on peut aller sur Internet, on peut voir des groupes, des experts qui parlent de leur métier. À l'époque, il n'y avait pas forcément ça. Donc, ça a pris du temps pour que je puisse me rendre compte que c'était véritablement la RH qui me plaisait beaucoup plus que la comptabilité, en fait. Ce que je dirais à une personne, c'est de faire le point et le bilan sur ce qu'on aime véritablement, ce qu'on n'aime pas. Parce que pour moi, c'est important de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on aimerait trouver dans son futur poste et, on va dire, l'objectif. Parce que bien souvent, les étudiants, je leur dis, vous voulez faire quoi? Ils me disent, et je leur dis, mais c'est quoi la finalité? L'objectif, en fait, c'est d'être directeur, responsable. Ah, je ne me suis pas posé la question. Je dis, mais en fait, c'est pas comme ça la trajectoire de l'emploi. Il faut la connaître. Au final, si on avance, il faut savoir que, mais en fait, on veut être directeur, responsable de quelque chose dans tel domaine. Alors, il y a certains qui ils veulent aller quelque part, mais ils ne savent pas où. Donc, en fait, la première chose, c'est que ce que je prends le temps de dire, OK, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais? Ce qui ne te plaît pas dans ce que tu fais? Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour faire plaisir? Parce qu'en fait, c'est toi qui vas te réveiller le matin pour faire le travail. Et pareil pour le secteur d'activité. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui disent le secteur d'activité m'importe peu. Comme il y a aujourd'hui des personnes qui disent moi, je ne veux pas travailler dans tel secteur d'activité parce que c'est pas en phase avec mes valeurs, etc. Donc aujourd'hui, vraiment, du coup, sur ça, moi, je prends vraiment le temps d'écouter, mais vraiment en disant aujourd'hui c'est important de se dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, où est-ce que tu veux te diriger, est-ce que du coup c'est quoi ton objectif, mais en disant n'ayez pas peur, même si votre objectif il change pendant votre parcours, c'est pas grave, parce que ça aussi beaucoup ont peur. Les jeunes aujourd'hui ils ont peur parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais ils disent, après, si je change, c'est pas grave, en fait. Au final, moi, je me dis, je fais de la compta,
La compta, j'ai été à la paye m'a fait arriver à l'ARH. L'ARH, je l'ai fait pendant 12 ans. Aujourd'hui, j'ai un poste où je fais aussi de la gestion de projet, de la communication. On me connaît aujourd'hui. En fait, je dirais que les jeunes, effectivement, ont peur de se tromper et de se dire, mince, si en fait, je rate ma carrière, entre guillemets, il faut que je change. Si je change, ça va être mal perçu. Donc, c'est vrai que tout dépend là où on veut travailler. En France, je dirais que c'est plus compliqué parce qu'il faut une trajectoire linéaire. On n'aime pas quand on se disperse parce que ça peut passer pour un profil. En France, on dit la personne n'est pas stable. Voilà, c'est toujours le truc où on dit la personne n'est pas stable. Mais au final, c'est vrai, tout dépend. Mais par exemple, on va juste à Londres. En fait, on peut faire toutes sortes de métiers avec des diplômes sans logique vraiment, et ça passe. Donc, on va dire que tout dépend là où on veut travailler, tout dépend effectivement ce qu'on a envie de faire. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la société a moins d'emprise en fait du coup sur les choix. Après, la nouvelle génération recherche effectivement le tout de suite et plutôt sur des métiers, on va dire, qui ont un lien avec l'influence. Donc, c'est vrai que ça change un peu. Mais après, voilà, dès qu'on trouve son compte et qu'on se sent bien, en fait, c'est ça pour moi aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, il faut se sentir bien dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça, on va dire que le virage que j'ai fait au niveau de l'ARH vers après l'entrepreneuriat, c'était est-ce que je suis aujourd'hui en phase avec qui je suis, avec mes propres valeurs. Et pour moi, c'était important. C'était important parce que je suis fière d'être ultramarine. Et ça, c'était quelque chose, on va dire, au tout début où il y avait moins, du coup, affiché la fierté de l'être. Et je pense que je suis fière de l'être et je l'affiche maintenant, comme ça, sans avoir peur. Voilà. Et puis, on va dire que le fait d'être maintenant... on va dire la fondatrice de mon cabinet de conseil, j'ai jamais été autant libre de 1 et de 2 autant légitime de ce que je fais et de ce que je dis et de la légitimité sur mon expertise, contrairement à avant en entreprise où j'avais ce sentiment qu'il fallait tout le temps justifier en faisant des grandes thèses pour expliquer le pourquoi du comment du conseil RH que je donne. Et ce conseil RH que je donnais était bien souvent vrai, on va dire ça comme ça. Et en fait, l'analyse que j'avais pu faire, mais le problème, c'est que il y a une difficulté auprès de la direction de se dire une jeune qui nous dit ça, comment elle fait pour déceler ça de son jeune âge. Elle n'a pas encore vécu comme nous, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, pour moi, il ne faut pas avoir peur de ça. Et moi, c'est ce que je dirais aux jeunes aussi, de ne pas forcément avoir peur. On peut déceler des choses rapidement, mais après, il faut aussi accepter que le fait que tout le monde ne soit pas prêt à l'entendre. Les clés de l'entrepreneuriat, moi qui suis jeune entrepreneur, parce que 2021 c'est encore pour moi tout récent, je dirais qu'il faut bien s'entourer de personnes qui ont déjà un parcours entrepreneurial beaucoup plus avancé, qui ont déjà connu, en fait, on va dire, des succès comme des échecs. Je dis souvent que ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps parce que ces personnes-là vont nous dire attention, quand du coup tu vas faire tes tarifs, attention, quand du coup tu auras des propositions, analyse-les bien, etc. etc. Et en fait, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important aussi, mais ça, c'est des choses que j'ai eu en fait moi-même qu'on m'a donné comme conseil, que j'ai appliqué, c'est cette stabilité émotionnelle. On se dit en fait au niveau de l'entrepreneuriat, il faut très bien se connaître avant de se lancer au niveau de l'entrepreneuriat. Et moi j'avais lu effectivement, on m'avait conseillé de lire le livre sur les 5 blessures et après la guérison des 5 blessures, c'est que l'entrepreneuriat fait ressortir en soi des blessures. Et si on a par exemple des clients, des épreuves en fait où ça vient faire remonter ces blessures-là, ça peut vite nous mettre dans une situation d'instabilité émotionnelle et en fait on peut perdre pied. Donc il y a aussi ce côté-là où pour moi effectivement il faut se connaître. Et si on se connaît bien, ça veut dire que derrière on est plus en capacité de rebondir et accepter ou pas un certain nombre de choses. Donc pour moi c'est ce que je dirais comme clé. Et puis après,
On a tendance à vouloir atteindre la perfection ou plutôt faire des choses en étant très dans la perfection. Et beaucoup de personnes m'ont dit « Ok, moi aujourd'hui j'ai pas de site internet et pourtant j'arrive à vendre. » C'est un exemple. Et en fait, à trop attendre en disant « Oui, mais j'ai pas de site internet, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Et en fait, on fait rien. On fait rien parce qu'on attend la perfection pour pouvoir se lancer. Et au final, il se passe rien. Donc je dirais de ne pas attendre le côté perfection, de faire des choses, mais en fait d'avancer. Même si c'est pas parfait, on se lance, on tente. Et au pire, ça marche pas et on retente en fait. Donc pour moi, c'est les conseils en fait. Les 3 conseils que je dirais, il y en a d'autres, mais on va dire que c'est ceux qui m'ont vraiment permis d'avancer, de rebondir. Et je dirais, si je devais donner un dernier, je dirais que c'est... on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est de l'endurance, c'est vrai. On a toujours tendance à vouloir aller vite, potentiellement, sauf que c'est sur la durée. Et puis l'entrepreneur n'a pas d'horaire. Mais en fait, il faut se préserver et le fait de se préserver, de prendre du temps pour soi, ça permet d'être beaucoup plus créatif. Donc il y a des fois, en fait, je dirais qu'il faut multiplier en fait la semaine. Ça veut dire qu'on peut être là du coup à faire des rendez-vous. Quelquefois, on peut être du coup à pencher sur des projets. D'autres fois, on peut aller faire du networking. On peut du coup faire du sport. On peut faire... En fait, l'idée, c'est de pouvoir, on va dire, avoir une semaine où pour moi, intellectuellement, on s'enrichit parce que au final, on n'est pas juste du coup à faire les mêmes choses tout le temps. Parce qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat, on est seul. Une personne comme moi, c'était ça aussi la difficulté. Je passais ma carrière à être dans les RH, donc avec du monde toute la journée. Et se retrouver seul tout le temps, par moments, c'est compliqué. Donc, il y a ce besoin de se reconnecter, on va dire, avec le monde de dehors. Et je pense que c'est important. Ma phrase fétiche, j'en ai pas forcément, mais on va dire que c'est une phrase que ma mère m'a souvent rabâchée et que je détestais, qui aujourd'hui, on va dire, quand je la dis, je me dis qu'elle avait totalement raison, c'est qu'il ne faut pas blâmer une contrariété. Aujourd'hui, je pense que cette phrase, elle m'a beaucoup aidée à relativiser, de ne pas forcer les choses. Au final, je ne comprenais pas quand ma mère me disait « c'est pas grave, t'as pas décroché le stage, c'est pas grave ». Et moi, je m'énervais en lui disant « mais c'est pas toi qui étais dans Paris, sous la pluie, qui est rentré tard, qui n'a pas eu d'horaire ». Elle me disait « oui, mais Laïsa, si c'est pas passé, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a une raison ». Donc je dirais que maman, cette phrase du coup fétiche, je vais la prendre, c'est ne pas blâmer une contrariété. Ce qui ne doit pas se faire ne doit pas se faire. Et ce qui doit se faire, du coup, se fera au moment où ça doit se faire.